Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. De Black Sad et des Indes Fourbes. Je suis auteur de BD, illustrateur, ancien animateur, chez Walt Disney notamment. Je suis d'origine espagnole, enfin je suis tout à fait espagnol, mais français d'adoption. Bonjour Andro Garnido. Bonjour. Et merci d'être avec nous, effectivement dessinateur de voyageurs, de sorcellerie, des Indes Fourbes, de Black Sad, phénomène d'édition dont un nouveau tome est sorti à la rentrée dernière après 8 ans d'absence. D'abord, justement, concernant Black Sad, comment tu le présenterais à quelqu'un qui l'aurait jamais lu ? Tu dirais quoi ? Une histoire de détective privé portée par des animaux ? Oui, tout à fait. Ou comme dit souvent Juan Diaz Canales, une expérience narrative mélangeant fable à un genre aussi ancien que peut-être on peut même lui supposer des racines préhistoriques, avec un genre aussi moderne que le polar, qui peut considérer qu'il commence avec Arthur Conan Doyle ou Allan Poe, mais bon, qui est très récent, qui au mieux on peut donner naissance au 19e siècle. Et cet expériment s'est déroulé sous forme de BD avec, pour preuve, quand même un joli succès. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi situer l'histoire aux États-Unis justement dans cette idée de fable et puis explorer toute cette mythologie des États-Unis, avec la question de ségrégation raciale, les boîtes de jazz de la Nouvelle-Orléans Le premier épisode, c'était un polar très référentiel, truffé d'hommages et des clins d'œil au roman noir classique et aux grands films du genre noir américain, voilà, qui va de l'ennemi public, je crois que c'est 29, qui sort jusqu'à l'autopsie d'un meurtre de Preminger. Voilà, c'est tellement lié, si étroitement lié au polar américain, à l'écriture en anglais, à ces auteurs-là, à ces cinéastes-là, que voilà, c'était tout naturel que ça se passe comme ça. C'était pas une évidence au départ, puisque en plus on avait l'élément animalier qui venait faire un peu disruption là-dedans, mais ça c'est finalement imposé comme une évidence, et ce contexte historique et ces références culturelles assez concrètes des années 50 sont devenues une espèce d'ancrage dans une réalité qui du coup fait aussi fonctionner drôlement bien le genre animalier. Il y a le genre animalier et il y a c'est pas le message, mais de la dimension un petit peu politique ou sociétale dans chaque BD. Je disais la ségrégation, il y a le racisme, il y a l'histoire de corruption. Dès le départ, la première histoire, c'est une histoire de vengeance. Avec un détective qui commence à agir un petit peu à côté de la loi, se mettre des flics à dos et puis prendre des énormes risques parce qu'il y a des gens très puissants qui se retrouvent dans son collimateur. Et du coup, c'était pas la première intention, mais dès le deuxième tome, avec la thématique qui est venue du deuxième tome, il y a eu cette inquiétude de la part de Juan et ça a marché très bien. En fait, moi, je n'y croyais pas trop, je ne savais pas trop comment ça allait marcher jusqu'à ce que j'ai le scénario au final, enfin la première mouture du scénario et je trouvais que ça marchait très bien et plus j'avançais dans la mise en image et plus je me rendais compte que c'était effectivement très, très efficace. Comment tu travailles tes dessins ? Parce que du coup, la difficulté quand on veut l'ancrer un peu dans la réalité, dans l'actualité, c'est qu'il faut être crédible. Est-ce que tu te documentes beaucoup ? Est-ce que tu travailles beaucoup les décors ? Je me documente énormément. J'ai une bibliothèque entière de livres avec des références du vieux New York, voire des objets d'époque, de voitures, de toutes les références visuelles que je peux compiler, ça et là. Des dossiers de photos de New York prises par moi-même, par dizaines de milliers maintenant, je dirais. Oui. Et voilà, des séjours fréquents à New York aussi, et ça c'est pour le travail aussi, pour mon plaisir personnel. Que ce soit la crédibilité des personnages animaliers, la crédibilité de l'époque, la rigueur dans la restitution du New York des années 50, c'est des gens qui ont vu là-dedans de l'exercice de style, même un gros mot, de la masturbation. C'est déjà une partie du plaisir du travail. J'ai rencontré un écrivain américain, Noel Hind,
qui a eu une réflexion formidable là-dessus, mais qui m'a rendu visite à Paris parce qu'on a des amis communs, on a discuté et il m'a dit, et il m'a fait un des plus beaux compliments qu'on m'a fait de ma carrière. Il m'a dit, comment t'as fait? T'étais pas là, t'étais pas dans le New York des années 50, moi j'y étais, je l'ai vu et c'était exactement comme ça. Comment t'as fait? Et ça c'était, voilà, il n'y avait pas de réponse à la question à part beaucoup d'amour et beaucoup d'application, voilà. Et la question en elle-même était un fabuleux compliment. Justement, au niveau de la technique maintenant du dessin, t'as changé entre le premier album où tu travaillais à la plume et au deuxième où t'es passé au pinceau? Le changement de technique, j'arrête pas de changer, j'ai changé de format aussi. Le format A3 que j'ai utilisé sur les 5 premiers tomes, c'est pas un format particulièrement grand en bande dessinée. Et pour ce 5e tome, puisque ma vue commence à baisser aussi, et puis que depuis le 5e tome je porte des lunettes pour travailler, j'ai agrandi la taille des planches. Au début je commençais par la plume parce que c'était le médium, c'était l'instrument qui m'était propre, et j'ai découvert après par la suite que ça me convenait pas, et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise en dessinant avec le pinceau, en faisant mon ancrage au pinceau. J'ai changé 1000 fois mes palettes, mais je ne veux pas dire les gammes de couleurs, mais carrément les palettes, les couleurs que j'utilise, les marques de chaque couleur que j'utilise. Au départ, je travaillais beaucoup avec des terres, avec la boîte d'aquarelle que j'avais à l'époque de mes études de beaux-arts. Et puis je commençais à travailler avec de l'aquarelle en tube, à utiliser de plus en plus des couleurs vives, quasiment des couleurs primaires que je mélangeais moi-même pour obtenir les terres, parce que les terres, c'est particulier quand on travaille à l'aquarelle. Si tu travailles sur plusieurs couches, elles ont tendance à se balayer les unes les autres quand tu rajoutes des couches, alors que tout ça j'ai appris de Loïc Juanico, béni soit-il, pour tous ses conseils. Les pigments minéraux, voilà, sont fragiles, sont instables, alors que les pigments chimiques, qui sont surtout les couleurs vives, les bleus, les carmins, les rouges, les jaunes, ont tendance à être beaucoup plus stables. Et du coup, on peut superposer des couches et obtenir des couleurs et des transparences sans trop altérer, sans trop risquer de balayer les capes inférieures. Et on a la chance de croiser carrément monsieur le fabricant directeur des ateliers Winsor & Newton au Mans, en France, qui vous offre des nouvelles couleurs. Mais du coup, il m'offre un orange transparent. C'est un truc inouï pour un aquarelliste. Qu'est-ce que c'est que cet orange transparent? L'orange transparent vous change la vie. Toi, tu viens du monde de l'animation. Oui. Tu as notamment travaillé aussi au Disney quand ils en avaient succursale à Paris. Ça se sent aussi dans ta manière de construire les cases, de construire le découpage, de faire évoluer tes personnages. Absolument. Et en plus, c'est inévitable. Du moment où ma première influence, ça a été Disney. Mes premières BD, c'était des BD Disney. J'ai vu des dessins animés du Disney au cinéma et à la télé. J'ai vu peut-être d'autres dessins animés avant, parce qu'à la télé, à l'époque, il y avait une seule chaîne et on regardait d'autres dessins animés. C'était rare qu'un dessin animé Disney passe, mais quand ça passait, ça vous changeait la vie. Je crois que mon premier film a été Peter Pan, et je me souviens d'avoir eu peur dans le cinéma. Il y a quelques scènes un peu sombres, après l'éclat de la bombe, vachement impressionné au cinéma, mais tout ce dessin, et puis voilà, mes BD de jeunesse, ça s'entremêle, mais quand même, il y a toujours Disney qui représente un niveau de dessin assez exceptionnel. Donc je copiais les illustrés de Disney qui avaient à la maison, je suivais des petites leçons de dessin dans des livres, guides pédagogiques, mais qui étaient vraiment des super leçons de dessin. Malgré tout, mon père me les avait achetées. J'en suis encore sidéré. Et d'ailleurs, je les ai retrouvés dans mes cartons, et c'est génial de les voir. C'était des vraies leçons de dessin pour des pros, sauf que adaptées à l'œil et à l'oreille de l'enfant. Il y a aussi ton rapport aux animaux que tu dessinais, je lisais depuis tout petit, que tu as humanisé. Pareil, là, tout s'entremêle les dessins animés de Disney, les personnages
principaux des shorts et des BD, qui sont Mickey, Donald, Oncle Picsou, Dingo. Ça s'entremêle avec les autres dessins animés animaliers de la Warner et de Hanna-Barbera, que ce soit Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky, Pepe Potamo, Maggie la Gorilla, tout ça, c'était drôle. Tout ça mélangé avec des documentaires animaliers. On avait notre Cousteau à nous, c'était le professeur Rodríguez de la Fuente. C'était aussi divertissant qu'un dessin animé. Et toujours, ça m'a fasciné quand je vais dans un zoo ou dans un aquarium aussi, voir des dauphins ou des orques. Je suis le plus fasciné, le plus enthousiaste de tous les gamins qui sont là-dedans. Tu cites souvent Edward Hopper aussi comme référence. Hopper, je trouve c'est un énorme peintre et encore un meilleur illustrateur. C'est ça, parce que nous on connaît en général plus souvent son travail de peintre que son travail d'illustrateur. Tout le monde, de toute façon, son travail d'illustrateur, il est tellement méprisé, surtout par les organisateurs des expositions autour de la figure de Hopper. C'est une véritable honte. C'est un bijou, son travail d'illustrateur. Mais je veux dire, même au niveau de la couleur, il est 10 fois plus osé que sur ses peintures. C'est le moment, Juanjo Garnido, on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prêt ? Oh là 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 là. La première BD que tu as lue ? Je peux pas vraiment m'en souvenir parce que j'en lisais depuis tout petit. C'était sûrement une BD de Mortadelo ou de Zipizape, qui étaient les personnages que j'aimais quand j'étais petit, ou une BD vraiment jeunesse avec des petits animaux, avec des fables. Mais quand même, disons que la première vraie BD, en plus, BD française, que j'ai eue, même s'il a été offert à mon frère et pas à moi. Mais bon, aujourd'hui, c'est moi qui l'ai en haillon chez moi, encore dans l'étagère au milieu des autres Astérix. C'était le Tour de Gaulle. Même si je comprenais pas la moitié des blagues, c'est tellement franco-français, mais j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça tellement magnifique. Ça a été ma vraie première claque graphique, je le dis souvent. C'est là où je me suis dit, comment on peut dessiner comme ça. La meilleure BD de tous les temps. Qu'est-ce que c'est que cette question? Alors, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je peux dire ma BD préférée de tous les temps. Souvent, je dis 3, et encore, c'est un résumé. C'est d'une cruauté, cet exercice. Bon, mais bon, allez, si on me force, si on me met le couteau sous la gorge, je dis le Born Again de Frank Miller et Mazzucchelli. La plus belle couverture de BD. Ah, décidément, j'étais pas prêt pour ça. Oui, je vais dire une pour dire, parce que je l'avais beaucoup aimé à l'époque. C'était la couverture de la Croix du Sud de Raquel Alzate. C'est la couverture originale, parce qu'après, quand on a la couverture de l'édition espagnole, l'édition française, ils ont mis une couverture que, à mon avis, n'avait pas trop de sens. La plus belle case de BD. La plus belle case de BD, c'est une case de la Gloire des Rats, qui est aussi une des meilleures BD de tous les temps. Qui est celle où Alcée se déshabille et il y a le pied de la statue de Héra énorme à côté de lui. On lui a dit, tu pourras pas redresser la statue, t'es un fou, il te faudrait un levier. Il regarde hors champ les yeux de la statue, il regarde en haut et il dit, je suis le levier. Plus belle case de BD de tous les temps. Pas que par le dessin, par la concentration de sens que ça a, et l'énormité narrative qu'il y a mise là-dedans. Ton meilleur souvenir de festival? Viñetas desde Atlántico à La Corogne en Espagne. Ton personnage de BD préféré? Astérix. Yes. Ou Spider-Man. Les deux. Allez. Et ton personnage de BD détesté? Ouais. Il y avait des gens qui ont fait un sous-Astérix qui s'appelait Alex. C'était un Ibère. Voilà, qui était le héros d'une petite tribu d'irréductibles aux conquérants romains. Et il y avait César dans les histoires, et c'était lamentable. C'était vraiment c'est une BD espagnole comme ça, qui était une parodie ridicule. Souvent, c'est comme ça. Il y a un personnage qui est aussi pourtant d'un auteur de génie espagnol. Le créateur de Mortadelo et Filemón, mais il a fait un mélange de Gaston Lagaffe et Spirou qui s'appelle El Botón et Sacarine, qui est un truc horrifiant qu'Émile Bravo a caricaturé d'ailleurs dans une de ses BD en racontant des souvenirs d'Espagne. Et voilà, non, c'est des personnages horribles, quoi. C'est des plagiats honteux. Tu dessines dans le calme ou en musique? En musique, et dernièrement, voilà, avec des podcasts de fond aussi. Couleur ou noir et blanc?
Couleurs, toujours, ouais. Et pour terminer, un auteur ou une autrice que tu nous conseillerais et qu'on connaîtrait pas forcément? Voulu qu'on connaisse mieux, parce que je pensais qu'il le méritait, Mathieu Bonhomme, mais je pense maintenant c'est inutile. Il s'est fait connaître tout seul. Je suis ravi de voir son succès. Merci beaucoup, Juan Garnido, d'avoir joué le jeu. Merci à vous. Et donc Black Sad, un nouveau tome bientôt? L'année prochaine. Enfin, pour la prochaine, évidemment, on aura la deuxième partie de Alors tout tombe. Et nous, on passe à notre coup de cœur de la cité. Coup de cœur de la cité porté aujourd'hui par Aurélie Delino, bibliothécaire. De quoi as-tu décidé de nous parler? Du tome 2 de Fille unique qui est sorti en janvier 2022 chez Dargaud. Pour vous restituer l'histoire à peu près, donc c'est 5 adolescentes que tout oppose, sinon le fait d'être des marginales et de subir du harcèlement au sein de leur établissement scolaire, qui décident un jour de se réunir pour fonder un club et de s'unir afin d'exister pleinement. La série est prévue en 5 tomes. Chaque tome sera centré sur l'histoire d'une de ces jeunes filles en particulier. Le deuxième tome, selon moi, est encore plus fort. On suit cette fois-ci Céleste, qui vit dans son monde, un peu dans sa lune. Ses amis, en essayant de l'aider, vont peu à peu découvrir son passif familial, qui est un passif assez lourd, vraiment, qui est très inattendu. Encore une fois, les autrices Caroline Becca et Camille Méhu, elles touchent au cœur, je trouve. Je ne saurais que conseiller cet album aux jeunes femmes en devenir, car elles arrivent vraiment parfaitement à mélanger la légèreté qui est liée à l'adolescence et des sujets plus sérieux. C'est vraiment une BD qui est facile à lire, qui ne plombe pas et qui permet d'aborder des thèmes très importants. Quant au dessin, j'y trouve un peu de manga, du Miyazaki, c'est un style qui plaira forcément, de jolis pastels et beaucoup de rondeurs qui permettent encore d'adoucir le propos sans l'édulcorer. On redonne les références? Donc le tome 2, Fille unique, sorti en janvier 2022 chez Dargaud. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.